Madame, monsieur, bonsoir, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. Un ex-compagnon sur le banc des accusés. L'homme est poursuivi pour tentative d'homicide. En 2020, il aurait tiré une balle dans la tête de sa compagne de l'époque. Les experts ont évoqué la personnalité de l'accusé ce matin devant la cour d'assises. Dans ce journal aussi, allons-nous vers une gestion sous contrainte du budget de la CTM? Cette question cruciale est au cœur de la séance plénière débutée ce matin à Plateau-Roi. On en parle dans quelques minutes. Nous découvrirons également la nouvelle exposition de Christian Bertin, cette foule qui ne sait pas faire foule, un voyage au cœur de la mémoire collective où chaque œuvre raconte la blessure et la réparation. Et puis On débute donc par ce procès aux assises. Un homme originaire de Sainte-Lucie est accusé d'avoir tiré une balle dans la tête de sa compagne en 2020. Miraculeusement, la victime a survécu. Ce jeudi, au deuxième jour du procès, les jurés se sont penchés sur la personnalité de l'accusé. Un homme au tempérament instable, possessif et jaloux, selon les experts. Le compte-rendu d'audience de Ryan Anias. Il lui aurait tiré une balle dans la tête et elle a survécu. 5 ans après les faits, un homme originaire de Sainte-Lucie comparé aux assises pour répondre de ses actes. Accusé de tentative de meurtre sur sa compagne, l'individu ne parlant qu'anglais est assisté d'un traducteur dans une salle presque vide. Ce matin, les juges analysent le côté psychologique de l'accusé avec notamment l'intervention de spécialistes. Il est indiqué que ce Sainte-Lucien manifeste une nécessité de contrôle des situations ou encore une empathie très faible. Une analyse que l'avocate de la partie civile approuve. Il est question d'emprise, il est question de psychorigidité de la part de l'accusé, de son incapacité à remettre en question ses actes, de sa posture qui consiste finalement à considérer que la violence qu'il a fait subir à la victime est tout à fait normale. On parle de projection, on est vraiment au cœur des violences faites aux femmes et c'est une explication précise et détaillée de ce qui peut conduire à un féminicide. Selon les premiers éléments, l'homme n'aurait pas approuvé des échanges que sa conjointe avait avec un autre homme. Il lui aurait d'ailleurs demandé de bloquer le numéro de téléphone, ce qu'elle aurait refusé. L'accusé est sollicité à un moment donné et répond à plusieurs questions par la négation. Non, il n'est pas violent, non, il n'est pas jaloux, non, il n'est pas rigide. Ça veut dire que 5 ans après les faits, il n'a pas commencer à élaborer en fait une réflexion autour des actes qu'il a posés, ce qui revient en fait à les banaliser et à nier encore une fois à la victime son statut de victime. À noter que l'association Culture Égalité s'est portée partie civile dans cette affaire et soutient la victime durant tout le procès. L'audience reprendra dès demain matin. À la une aussi de l'actualité, le début ce matin d'une séance plénière cruciale à la CTM. Parmi les points à l'ordre du jour, le débat sur les orientations budgétaires 2026. Un grand dossier qui devrait finalement être évoqué demain. Mais en attendant, que comporte le rapport sur ces orientations? Élément de réponse avec Sandrine Claude. Une activité économique locale fragile, une démographie qui pèse lourd et des marges financières qui se réduisent. Le contexte donne le ton de la feuille de route 2026-2028 pour les finances de la CTM. 3 axes majeurs se dégagent dans la stratégie financière prévue. Une maîtrise des dépenses de fonctionnement, la préservation de l'épargne brute pour éviter un endettement excessif, ainsi que la poursuite de l'investissement dans les secteurs prioritaires. Premier poste budgétaire, le social. Plus de 420 millions d'euros sont annoncés pour l'aide à l'autonomie, l'enfance et l'insertion. La dette de la CTM s'élève à 982,7 millions d'euros. Elle serait maîtrisée selon la collectivité. Pour faire des économies à court terme, elle entend réaménager ses emprunts avec comme objectif visé une économie moyenne de 11 millions d'euros chaque année. Quant aux recettes, la collectivité reste pour l'heure prudente sur les projections. Le projet de loi de finances 2026 sera déterminant pour en évaluer les contours. La CTM compte aussi sur ses recettes fiscales. L'octroi de mer, qui sera en augmentation par rapport à 2025, les cartes grises, les droits de mutation, mais aussi les fonds européens. Pour l'exercice 2026, les dépenses réelles de fonctionnement devraient s'élever à près de 998 millions d'euros. Elles pourraient atteindre le milliard dès 2027.
Niveau investissement, c'est une enveloppe annuelle de 280 millions d'euros qui devrait être injectée. Pour la CTM, 2026 ne devrait pas être l'année de l'abondance, mais celle de la gestion sous contrainte. Faire mieux avec moins. La plénière du jour était aussi l'occasion de dresser un bilan des mesures votées en 2022 en faveur de la production locale. Le conseiller exécutif Nicaise Monrose a fait un point d'étape au sujet des financements, mais aussi des aides auxquelles les professionnels peuvent prétendre. Objectif, optimiser le marché interne afin qu'il soit davantage alimenté par les agriculteurs locaux. Les précisions face à la caméra de Sandrine Claude. Nous devons accompagner, parce que nous en avons déjà perdu pas mal, hein, et donc pour ne plus en perdre et même inciter d'autres personnes à devenir agriculteurs, et donc nous devons vraiment mettre les bouchées doubles pour ne pas décourager ceux qui sont là et bien sûr encourager les personnes qui souhaiteraient devenir agriculteurs. Nous disons clairement que pour qu'il y ait de la production, il faut des agriculteurs. Nous disons clairement qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont encore là. Il y en a beaucoup qui souffrent des conditions de production. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à rentabiliser leur production et nous devons compter sur eux. On a le regard qui va vers ceux qui sont exclus des dispositifs qui existent pour soutenir l'agriculture. Et nous avons une attention particulière pour cela, mais nous n'excluons pas les autres, évidemment. Nous demandons, réclamons une aide forfaitaire, c'est-à-dire qu'une aide qui ne soit pas attachée seulement au volume produit, mais au fait de produire, selon des conditions qui sont définies avec les partenaires publics nationaux et communautaires. Et nous souhaitons que cette aide forfaitaire puisse aller à nos agriculteurs, puisqu'on se rend compte, c'est mécanique. Le dispositif en place ne sert qu'une petite partie des agriculteurs, ce qui décourage la plus grande partie de nos agriculteurs, notamment ceux qui vivent sur le marché interne. On poursuit avec la fête de la science 2025. Le village des sciences a ouvert ses portes sur le campus de Schellcher. Étudiants, chercheurs et passionnés y présentent leurs projets autour des intelligences avec un objectif, rendre la connaissance vivante, accessible et montrer que la recherche avance aussi en Martinique à toute allure. Les détails recueillis par Dorian Cayula. L'objectif là, c'est de se rappeler de l'intelligence du jardin créole. Ce sont des méthodes agricoles, des méthodes de culture bien de chez nous, qui sont issues de l'Ichali et des croisements de cultures qui ont pu se passer en Martinique. Donc c'est vraiment un jardin métissé et on se rend compte de plus en plus que ce sont des méthodes agricoles beaucoup plus durables, beaucoup plus écologiques, qui assurent un équilibre dans l'écosystème et c'est un savoir qui se perd. Donc l'objectif là, de manière très ludique, c'est de reconstruire un jardin créole ensemble, de comprendre les espaces. Qu'est-ce qu'un jardin créole? À quoi il répond? Et c'est complété notamment avec des petites fiches d'information. Là, on a un aspect scientifique. Projet Éco-Hall qui a consisté à réaménager en fait un hall qui était vide pour le transformer en un lieu de recherche, de partage et surtout de présentation de projets à destination des étudiants. Et la particularité, c'est que l'ensemble a été réalisé par les étudiants. Les meubles, les aménagements de végétaux, les ateliers qui sont présentés, la modélisation 3D, ils se sont engagés. Alors, la thématique de cette année, effectivement, c'est l'intelligence, donc toutes les intelligences, qu'elles soient collectives, animales, humaines, végétales. C'est toutes ces intelligences combinées qui nous accompagnent dans notre perception du monde. Et l'objectif, c'est que la trentaine d'exposants qui sont visibles ici, à travers des ateliers interactifs, et ils se mettent à la disposition du public pendant ces 3 journées pour transmettre de la connaissance sur leurs thématiques respectives. Mais aussi, pourquoi pas, on l'espère, et on est dans des bâtiments universitaires, on espère créer des vocations pour des filières scientifiques. Quelle perception de la couleur de peau dans la société? C'est la thématique abordée par Mélissandre Monatus dans son documentaire « La peau chapée ». On regarde un extrait. En fait, quand j'étais petite, j'avais une professeure d'allemand qui m'appelait souvent pralinoise. Okay. Après, c'était censé être affectif, mais j'ai pas vraiment aimé le compliment. Et j'ai vécu de l'harcèlement l'année dernière par rapport à ma couleur de peau. Et je l'ai très mal vécu. Mais vraiment, là, je suis fière d'être métisse. Et je trouve que les gens sont souvent méchants et sans cœur des fois. Un témoignage marquant qui a été, la dame nous dit, les tâches ménagères, c'est elle qui les faisait, elle nettoyait, rangeait, etc., etc. Sa sœur, qui est beaucoup plus claire, ne faisait rien. Elle faisait rien dans la maison.
elle avait la peau chapée, la peau qu'il fallait pour pouvoir s'échapper de ces conditions. Toi, ta condition fait que tu es noir, donc tu n'as pas le choix, tu dois vivre comme ça. Et elle, donc, elle avait ce privilège-là, du fait de sa couleur, de ne pas avoir ces tâches ingrates à faire. La peau chapée, un documentaire que vous pourrez découvrir ce samedi dans le cadre du festival Soul Power Congo. Et nous recevons ce soir la réalisatrice du court-métrage, Mélissandre Monatus, et l'organisatrice du festival, Sylvie Mavungu Bayonne. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Mélissa Monatus, je vais débuter avec vous forcément. On vient de voir un extrait de votre documentaire, La peau chapée. Cette thématique de la couleur de peau, de la perception surtout de la couleur de peau dans la société, comment vous vient-elle? Pourquoi avez-vous souhaité étudier ce phénomène? Alors elle me vient déjà au départ, quand j'étais petite et que j'allais en Martinique voir ma famille en vacances, on m'appelait la peau chapée. Mais c'était pas récurrent, mais c'est arrivé. Et plus tard, quand j'ai grandi, j'ai appris un petit peu l'histoire de l'esclavage, même beaucoup. Et j'ai fait un mémoire de fin d'études qui s'appelle L'image de l'homme noir dans la société française à travers le prisme de la publicité. Et c'est là que j'ai découvert énormément de choses autour de la couleur de peau, et notamment la classification de Moreau de Saint-Méry. Juste pour préciser, vous êtes donc né, vous avez grandi à Paris, mais de père martiniquais, c'est bien ça. Et donc quand vous dites que vous reveniez en vacances, effectivement, c'est pour voir la famille de votre père. Exactement. Et donc ce processus, comment il naît dans votre tête? Par les rencontres que j'ai eues, notamment avec le CM 98, qui est le comité marche du 23 mai 98, où j'ai beaucoup appris sur l'histoire de l'esclavage, sur les relations entre les hommes et les femmes esclaves, la femme potomitan, enfin un tas d'éléments psychologiques, géopolitiques, scientifiques et puis religieux. Et ça, c'est ce qui m'a donné envie d'écrire mon mémoire de fin d'études. Et 20 ans plus tard, je souhaitais retraiter cette thématique parce que je reste toujours quelqu'un qui est intéressé par cette problématique de couleur de peau. Et je voulais vérifier si, depuis 20 ans, les choses avaient changé en fait, et sous un autre prisme. Ce documentaire qui a reçu déjà un bel accueil, puisque si on va le découvrir ici en Martinique, il a déjà fait quelques festivals, on va dire. Il a fait quelques festivals, il a eu 4 prix. Le premier prix était notamment le Festival international panafricain de Cannes, et c'était celui que je visais particulièrement lorsque j'ai entamé ce projet. C'était mon objectif en fait. Et à partir de là, je me suis dit, si j'ai ce prix, je continue. Et comme j'ai eu ce prix, je continue. Et aujourd'hui, je souhaite utiliser ce film comme outil pédagogique, notamment pour les scolaires, mais également pour les personnes plus âgées, parce qu'il traite des thématiques qui sont des souffrances, souvent enfouies, parfois même ignorées ou déniées, enfin mises dans le déni. Et j'ai compris que ce film avait ce côté et pédagogique et aussi thérapeutique. Et donc je le disais, La peau chapée à retrouver samedi dans le cadre du festival Soul Power Congo. Sylvie Mavungu Bayonne, rebonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc la fondatrice de ce festival qui devient itinérant. La première escale se fait ici, en Martinique. Expliquez-nous le concept, tout simplement. Alors en fait, pendant 10 ans, merci déjà de nous recevoir sur votre plateau. Et pendant 10 ans, le festival Soul Power Congo a eu lieu au Congo, à Pointe-Noire très exactement. Et pendant 10 ans, j'ai reçu en fait les diasporas afro-caribéennes au Congo. Et donc c'est un festival qui travaille autour de la mémoire à travers en fait l'art et la culture. Et donc sur ces thématiques justement, pour rejoindre un peu le sujet de Mélissandre, sur ces thématiques autour de l'esclavage, il se trouve que Pointe-Noire est un port d'où sont partis énormément de Congo vers les Amériques et les Caraïbes. C'est un port qu'on connaît très peu, dont on parle très peu, mais qui a quand même vu beaucoup de millions d'Africains mélangés, mais beaucoup de Congo aussi, partir vers les Caraïbes. Donc pendant 10 ans, j'ai traité de ces thématiques-là, reçu des artistes afro-caribéens à Pointe-Noire. Et aujourd'hui, nous avons eu envie de faire en fait le contraire, venir à la rencontre des cultures afro-caribéennes dans le but en fait de pouvoir créer des ponts mémoriels et culturels et de pouvoir en fait échanger sur des questions qui nous touchent et qui nous unissent, des fois
qu'on a essayé en fait avec lesquels on a essayé de nous séparer à un moment donné, mais aujourd'hui c'est le moment de pouvoir à nouveau se retrouver, se réunir exactement. Et donc notre objectif en devenant itinérant, c'est d'arriver sur des territoires où nous pouvons travailler avec des artistes locaux et recréer tous ces ponts-là à travers la culture. Donc la Martinique, mais aussi le Brésil, la Colombie. Voilà. Je n'ai pas toutes les destinations en tête, mais une vraie itinérance pour le coup. Mais vous aussi, vous présentez un documentaire demain, Congo Roots, c'est bien ça? Oui. De quoi parle-t-il? En fait, ce n'est pas un documentaire, c'est plutôt une interview, une discussion que j'ai eue avec le professeur Carlos Moore, qui fait tout un travail sur justement des recherches au niveau de l'origine du racisme. Et le professeur Carlos Moore est venu à Pointe-Noire en fait, dans le cadre de ces recherches-là. Et nous avons entamé une discussion. Moi, j'étais à la genèse en fait, du festival. Et lui, il venait pour retrouver, il est originaire de Cuba, et il venait pour retrouver justement ses racines Congo et faire le lien avec en fait, toute cette histoire et le racisme notamment. Et donc, nous sommes retrouvés l'un et l'autre sur les problématiques que traite Mélissande dans son film, qui est donc en fait le degré de couleur de peau et comment ça a été perçu pendant toutes ces décennies dans les différentes familles. Et donc, du coup, lorsque nous avons eu à faire cet échange, il y avait un ami réalisateur qui était là et qui a filmé en disant que c'était très important de pouvoir en fait, restituer cette discussion par des images. Et donc, Carlos me pose des questions en fait, sur ma vision du projet qui est donc aujourd'hui le festival Soul Power Congo. Et je réponds à ces questions. C'est pour ça que j'ai appelé ça Congo Roots. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ma mère est martiniquaise, mon père est congolais. Donc en fait, cette question-là, elle est déjà dans mon ADN en fait. C'est ce pont culturel. Le trait d'union est naturel. Est naturel. Et mes parents ont, dans les années 60, ici en Martinique, créé un espace culturel qui s'appelait le Bantou et ont fait découvrir en fait la rumba congolaise avec les Rico Jazz en Martinique. Donc, si vous voulez, j'ai baigné en fait dans tout ce foisonnement culturel, dans toute cette reconnexion entre l'Afrique et la Caraïbe. Et donc, toutes ces histoires-là ont toujours été présentes, en fait, dans mon quotidien. Un trait d'union entre l'Afrique, la Caraïbe et les Amériques à retrouver donc vendredi et samedi au Théâtre Autonome. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, et on a hâte de découvrir tout ça vendredi et samedi, je le rappelle. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dessine-moi la paix, c'est le nom du concours de dessin auquel ont pris part les élèves du collège Tartançon. 26 collégiens ont fait parler leur talent, crayon en main. Au total, 5 établissements de l'île sont en lice, mais seul un de leurs travaux représentera la Martinique lors de la phase internationale. Les résultats locaux seront connus le 17 novembre prochain. Les détails recueillis par Ryan Anias. On les classe par différence d'âge et les enfants de la même catégorie d'âge expriment par leur dessin comment ils voient la paix. Qu'est-ce que ça exprime pour eux? Une affiche sur la paix, quel espoir, comment ils auraient véhiculé l'espoir et l'intérêt de la paix dans le monde par leur dessin. Vous savez, ce sont l'actualité a été assez dure pour tout le monde, tous les citoyens. Il y a des petits aussi, ils ont été impactés comme les adultes. Et nous avons tous, je pense, une soif de paix et d'espoir. Et les enfants, même s'ils ne le disent pas, ils peuvent l'exprimer par leur don artistique. Quand on voit justement la qualité des dessins, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui se sont beaucoup investis et qui ont bien compris la problématique. Et vraiment, il y a des dessins qui sont très puissants. Les messages sont vraiment bien représentés. C'est vrai qu'il y a d'autres établissements qui sont, qui prennent part au concours, mais j'espère que nous allons gagner. Lui est un artiste plus que confirmé. Christian Bertin est mis à l'honneur par la Fondation Clément à travers une exposition puissante et introspective. Cette foule qui ne sait pas faire foule. Une exposition visible jusqu'au 4 janvier 2026. Dorian Cayula. C'est bien plus qu'un simple voyage que vous invite à vivre Christian Bertin. Une véritable introspection artistique. Formé à Mâcon, l'artiste martiniquais signe ici une exposition conçue en collaboration avec la Fondation Clément et la commissaire d'exposition Mathilde Dos Santos. La jeunesse de sa vocation remonte à son enfance, à l'âge de 4 ans, lors de cérémonies hindoues auxquelles il a assisté où sont nées ses premières inspirations. Depuis à l'âge de 4 ans, j'ai 73 ans, depuis à l'âge de 4 ans, j'allais dans ces cérémonies tous les 2 mois. Et j'étais heureux d'aller dans ces cérémonies, heureux de voir ce sacrifice du couple-là. C'est vraiment le point de départ de ma vie d'artiste. Je ne sais pas si je les rends hommage, mais je me rends quelque chose là. Et je dis ma propre vérité toujours encore. Voilà. Moi, ça c'est moi. Sa vie
Élevé par 8 femmes, l'artiste puise dans cet héritage une profonde gratitude et un regard sensible. À travers son œuvre, il rend hommage aux lavandières, ces gardiennes de la mémoire et du labeur, mais aussi à toutes les femmes du territoire, témoins silencieuses d'une force. Ces femmes étaient déjà pour moi le pilier de ce pays. Elles ont toujours été le pilier de ce pays. Mais qu'est-ce qui était important? Entre eux, ils faisaient que cette forme de quête, de sous-sous, ça s'appelait. Chaque personne mettait une forme d'argent, une forme de petite banque entre eux. Cette forme de société qu'ils avaient déjà créée, ça m'intéressait. Ça, c'est après, j'ai compris ça. Ça m'intéressait. Il y avait cette forme d'autonomie personnelle. Et chaque petit sou, elles arrivaient à construire quelque chose. Ici, l'exposition rend hommage aux hommes qui ont marqué la vie et la carrière de l'artiste. Aimé Césaire, qui l'a soutenu dans son parcours, ou encore Pierre Aliquer, Christian admire pour leur engagement à améliorer le quotidien des Martiniquais. Depuis son enfance, il témoigne d'une profonde reconnaissance envers ces figures inspirantes. C'est ça, cette pièce-là. Faisons lien. Comment se ressembler? Comment se mettre ensemble? Qu'il sera blanc, noir, chinois, coulis, toute qualité. Faisons lien. On a l'impression d'être un hangar de bananes. D'accord, et du coup, que représente la banane? Ça représente énormément chez nous. Ça représente même nous-mêmes. Ça représente l'économie. Ça représente aussi la jungle. Ça représente la problématique qu'il y a en ce moment dans le monde. Pas seulement la Martinique. Il y a quelque chose qui se passe en Martinique et le monde est touché parce que je fais partie de ce monde-là, autant que je suis hyper martiniquais. Faire peuple fait écho au titre que l'artiste a donné à son exposition, cette foule qui ne sait pas faire foule. À travers cette œuvre, il lance un appel à renouer avec l'esprit de communauté d'autrefois, celui d'un peuple uni, où chacun, quels que soient ses horizons ou ses convictions, se mêle aux autres et s'entraide. Un hyper martiniquais que la commissaire d'exposition, Mathilde Santos, a eu le plaisir de mettre à l'honneur. Des débuts et de comment ça se déploie, et de comment on revient vers le début. Parce que pour moi, toute histoire est cyclique. Vous partez d'un point et vous revenez. C'est un artiste qui garde énormément de sa formation. Hein. Il y a toujours des références dans tout ce qu'il fait. Mais cette chose-là n'est pas plus importante que le bon Dieu connu de l'enfance. Elle n'est pas plus importante que les guérisseuses du quartier. Et je dois mettre tout ça à la même hauteur. Une grande exposition qui n'est pas une rétrospective, c'est une introspective. On vous invite à le connaître. Une introspective disponible du 14 novembre 2025 au 14 janvier 2025 à la Fondation Clément, où Christian invite la foule à enfin faire foule. Culture toujours, après la Cigale à Paris, il s'apprête à enflammer la scène du Grand Carbet du parc Aimé Césaire à Fort-de-France. Le Guadeloupéen Missier Sadiq poursuit son Cohérence Tour du nom de son dernier album et il était de passage dans nos locaux ce matin. Un entretien réalisé par Loïc Régis. Et Missier Sadiq, bonjour. Bonjour. Bon, c'est un plaisir forcément de t'accueillir aujourd'hui dans les locaux d'ATV. On est à la veille d'un très beau concert qui va se tenir au Grand Carbet du parc Aimé Césaire. Donc demain soir, 19h, pour le Cohérence Tour. Bon, on imagine qu'il faut s'attendre à de la très bonne musique, comme d'habitude. J'espère. Et puis voilà, ce sera autour de l'album Cohérence, mais on va aussi passer par les autres projets, les autres albums, les classiques. Donc voilà, la vraie difficulté pour nous a été quand même de faire une setlist cohérente et on a quand même dû faire pas mal de sacrifices, mais je pense que le public sera satisfait. On va quand même réussir à retracer ta longue carrière. Exactement, on sera dans le relief, il y aura des passages avec beaucoup d'émotions, on va envoyer aussi la patate et on fera effectivement redécouvrir certains titres et découvrir les titres de l'album Cohérence, découvrir entre guillemets parce que je sais que le public martiniquais connaît déjà les morceaux de l'album Cohérence également, qui est sorti en mai 2025. Tu seras seul sur scène ou il y aura des invités? Il y aura des invités, pas forcément. Je sens que tu n'as pas envie de nous donner la réponse. J'ai pas trop envie de dévoiler, mais c'est vrai qu'il y aura des invités, pas forcément des artistes chanteurs. Voilà, mais il y aura des invités, et il y aura mes musiciens déjà qui seront là, les musiciens qui font partie de la famille et du groupe sur scène, quoi. Donc c'est déjà pas mal. Et on va découvrir tout ça demain, un concert qui est déjà sold out, donc pas la peine de se ruer sur d'éventuelles dernières places, il n'y en a plus. En revanche, il y aura la possibilité toujours d'acheter l'album, même en physique sur place. Oui, effectivement, parce que maintenant, ça revient un peu à la mode, les albums physiques. Il y a des gens qui les gardent, qui les font dédicacer, qui les ouvrent pas forcément. Mais voilà, c'est un produit. Ça devient un objet de collection. Un objet de collection. Voilà, on aura des t-shirts aussi qui seront disponibles à la vente. Et puis, on continue de streamer l'album, puisqu'il est disponible sur les plateformes. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore découvert, ça sera l'occasion également. On l'a dit, Cohérence Tour, tu étais à la Cigale en octobre.
Concert blindé hein, aussi, sold out. Aussi, ouais. Grand Carbet demain, il y aura la Guadeloupe aussi en décembre. Le 14 décembre. Un beau programme. Quelle différence tu fais entre ces différentes salles? Alors, ce sont des salles de capacité différentes, dans des territoires différents, avec des invités différents potentiellement aussi. Donc, chaque énergie est différente, chaque concert est différent et on bouge toujours des choses d'un concert à l'autre, mais l'identité même reste la même. Voilà, l'identité reste la même, mais effectivement, on fera des concerts différents. Sur un concert à Paris, j'imagine, avec la diaspora antillaise, le ressenti est peut-être un peu différent, avec des gens qui ont ce besoin de se reconnecter à leurs racines, à leurs origines, et par rapport à un concert en Martinique ou en Guadeloupe, où finalement, peut-être que les gens sont un petit peu plus dans leur routine, dans leur habitude. Oui, mais on a quand même ce besoin aux Antilles de rester connectés, parce qu'il y a beaucoup d'influence quand même. Hein. Il y a quand même un vent contraire qui nous bouscule un peu, et on a besoin de se reconnecter à nous-mêmes. Et c'est pas toujours possible, parce qu'on a un quotidien qui est un peu routinier, on fait un peu les mêmes choses, et c'est vraiment une pause, une parenthèse musicale qui va être intéressante dans la vie des Guadeloupéens, des Martiniquais. Un concert, c'est 2h, 2h30, 3h parfois. Et c'est une petite parenthèse. Hein, attention, tu as annoncé 3 heures. Non, j'ai pas annoncé 3 heures. J'ai pas annoncé 3 heures. Mais voilà, 2 heures, une petite parenthèse dans la vie des gens. Et je pense que voilà, moi, c'est vraiment ce que j'ai envie, c'est partager un moment qualitatif avec les gens et qu'ils repartent le cœur plus léger. On est en l'impression d'avoir vécu une belle expérience, une belle communion. Et je pense qu'on en a besoin de ça, qu'on soit en France, en Martinique, en Guadeloupe ou ailleurs. Cet album Cohérence que tu as préparé hein, pendant de nombreux mois en studio, qu'est-ce qui te plaît le plus? Est-ce que c'est la partie préparation justement en amont ou là le fait de le défendre sur scène? Alors, honnêtement, j'aime beaucoup le studio, mais d'être sur scène, pour moi, il n'y a rien de comparable à ça. Et ce que j'ai vécu à Paris, voir les gens chanter en chœur les chansons que j'ai écrites dans mon petit studio, ça a vraiment un impact très positif sur moi et sur ma vie de manière globale. Donc je remercie vraiment ceux qui prennent leur place, qui streament, qui achètent l'album. Un artiste peut être un très grand artiste, mais s'il n'a pas un public qui le suit, il n'est rien. Donc je remercie, je profite vraiment de la caméra pour remercier ceux qui me suivent et qui rendent crédibles les mots que j'écris dans ma chambre, quoi. Mais tu as dit, tu voulais t'adresser à la caméra, je t'invite à la regarder directement et à dire quelques mots aux Martiniquais qui ont envie de venir te voir demain soir. Alors merci vraiment à tous ceux et celles qui ont déjà pris leur ticket. C'est vrai qu'on est sold out, mais je sais que ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire seront présents par le cœur. Continuez à streamer l'album. Merci pour le love, pour le soutien depuis déjà un certain nombre d'années. Et puis on se revoit peut-être l'an prochain pour un nouveau concert. Voilà, merci à vous. Non, c'est fait. Tu sais que tout ce qui est dit sur ATV reste gravé. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci. Voilà pour notre tour d'horizon de l'actualité locale dans l'Hexagone. Maintenant, la journée a évidemment été marquée par la cérémonie d'hommage aux victimes du 13 novembre 2015, 10 ans après les attentats qui ont fait 132 morts à Paris et sa périphérie. L'émotion est toujours vive au moment d'évoquer. Des individus ont fait exploser le coffre d'un bureau de poste à Roubaix. Un braquage certes spectaculaire, mais les voleurs sont repartis bredouille et ont finalement été interpellés. On fait le témoignage d'Isaline. La jeune femme aurait été violée par son beau-père pendant plusieurs années alors qu'elle était encore mineure. L'homme, condamné à 12 ans de prison, est finalement ressorti au bout de 2 mois en attendant son procès en appel. Une situation... Alors, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang sur la place des Cités-Unies au Robert de 8h à 14h. Autre possibilité, la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France, de 10h30 à 17h. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal. La France se souvient des attentats du 13 novembre 2015. Il y a 10 ans, 132 victimes ont perdu la vie sous les balles des terroristes. Un rassemblement très émouvant était organisé aujourd'hui dans le Jardin du Souvenir à Paris. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure. Passez une excellente soirée sur ATV.